Salut, aujourd'hui on est dimanche, il fait beau et alors j'espère que ça va bien chez vous aussi. Alors aujourd'hui nous allons parler de la nourriture industrielle, nous allons parler du piège dans lequel sont tombés les Français, un piège redoutable parce que en fait ils sont presque forcés de se vouer corps et âme à la religion de la junk food. Alors rappelons ce que c'est que la junk food. La junk food, eh bien ça vient de junk, hein, c'est les junkies, on connaît tous. Ce sont les gens qui se droguent, les gens un peu dépassés. Et en fait, il existe une junk food qui nous rend malade, comme il existe des cigarettes qui nous rendent malades, comme il existe de l'alcool qui nous rend malade, et comme il existe des pesticides qui nous rendent malades. Alors, je ne suis pas dans la dualité en disant il n'y a que le noir ou il n'y a que le blanc. Je dis simplement que nous sommes arrivés dans une société où finalement les perfectionnements qu'on a pu apporter sont bien souvent au détriment du consommateur. Pourquoi? Parce que on a un marché, parce qu'on fait du marketing et puis parce que les industriels ont intérêt à vendre, pour être clair, de la merde, simplement parce que nous vivons dans un monde où il faut donner de l'argent aux fonds de pension. Rappelons qu'aux États-Unis, la majeure partie des pensions de retraite eh bien, sont faites par des fonds de pension, hein, contrairement à chez nous où on cotise toute l'année et toute la vie par répartition. Hein, ceux qui travaillent donnent de l'argent à ceux qui sont en retraite, même si ce n'est pas un système parfait. Aux États-Unis, on utilise le système des fonds de pension. Et en principe, quand on arrive à un certain âge, on a une certaine somme mise sur un fonds de pension qui rapporte. Et le but de ces fonds de pension, bien entendu, c'est de dépenser le minimum et c'est d'engranger le maximum de bénéfices pour les actionnaires, hein, puisque ce sont parfois des structures énormes. Et donc on a cette tendance de l'industrie à vouloir, au détriment du consommateur, bien entendu, faire du bénéfice, faire du profit. Et dans tout ça, c'est dans tous les domaines. Ça a été dans les cigarettes, ça a été c'est dans le pétrole, c'est partout. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas contre une forme de commerce qui consisterait à échanger un service ou à échanger un produit valable contre eh bien de l'argent. Nous sommes simplement contre les excès du système, hein. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de junk food? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes tombés, malgré nous, dans la nourriture assez facilement ultra transformée. Et si on n'y prend pas garde, c'est tout à fait normal. Alors, d'où on tire ces informations? Bien, si tu as l'occasion, il y avait un reportage d'Arte sur le jeûne qui était très bien. Il y en a un autre aussi qui est très bien sur les produits ultra transformés. Alors, comme d'habitude, les spécialistes qui ne pensent qu'à ça toute la journée, un peu sur le style californien et californienne, tout fit, comme on dit en français, dirons-nous athlétique, eh bien, connaîtront ça, mais ceux qui, eh bien, sont comme moi entre les deux, pourront aller voir ce reportage sur les additifs, c'est très, très intéressant. Sur la nourriture ultra transformée aussi, qu'est-ce qu'on y apprend? Eh bien, on y comprend la mécanique qui fait que nous nous faisons attraper par ce piège. Et elle est définie par 3 ou 4, on va dire, paramètres qui font qu'on est forcément attrapé. Et le principe même d'un piège, c'est que quand on est dedans, il est souvent trop tard. C'est-à-dire que, un peu comme quand on goûte une cigarette quand on est au collège, on devient très vite accro, et en fait, ce fait de devenir accro, eh bien, on n'en est pas conscient. Il n'y a que quand on est vraiment après ou malade ou alors qu'on sent qu'on aimerait bien arrêter que ça nous touche. Alors quels sont les paramètres? De quand date cette nourriture ultra transformée, nous dit-on? Elle date d'une époque, on va dire des années 80 à peu près, où on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait obtenir de meilleures parts de marché en utilisant des caractéristiques des produits qui faisaient qu'on rajoutait des choses dedans pour qu'ils soient meilleurs que les autres. Alors c'est pas nouveau, meilleur ou plus appétant, c'est pas nouveau parce que en matière de boulangerie, eh bien il y a un dicton qui dit que si tu veux vendre ton pain, alors sale le plus que ton voisin, sous-entendu ton voisin boulanger. Et en fait, ça n'est pas nouveau. Il y a un publicitaire qui a créé ce concept, il existe un point qu'on appelle le point de félicité
qui fait que quand on a un aliment, il existe un moment où il est vraiment très goûtu quand on met beaucoup d'exauceurs de goût, dirons-nous. Hein. Exauceur de goût, ça peut être le sel, et c'est souvent le sel, ou ça peut être du sucre qui va donner encore de l'appétence. Et parfois, on met même les deux ensemble, et parfois on met même de l'huile. Et donc, depuis, on va dire, une quarantaine d'années, les industriels ont payé des fortunes pour faire que le produit basique qu'ils avaient au tout début, hein, comme par exemple si tu sortais, je sais pas moi, des raviolis en boîte, eh bien pour que ces raviolis en boîte soient nettement mieux que le voisin. Alors, ça passe par, eh bien, l'augmentation, comme on l'a dit, d'exauceurs de goût, et puis ça passe par autre chose aussi, parce que ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on travaille dans l'industrie, eh bien, on a une obsession qui est à la fois la conservation du produit et aussi finalement son prix de revient. Et là, c'est terrible parce que les industriels vont commencer à travailler en imposant à l'industrie des tonnages énormes. Hein. On sait que McDonald's est très destructeur à ce niveau-là parce que, aux États-Unis, entre autres, parce qu'il impose des produits à la grande distribution, aux producteurs. Il force les producteurs à sortir certains produits qui sont pas bons du tout, mais parce qu'il veut des prix. Et en fait, les industriels se sont mis avec les additifs, avec les techniques modernes de fabrication et la nécessité de conserver les produits. Hein, comme il le montrait dans le reportage, un gâteau, il va pas rester plus de 2 jours dans la maison, on le mange vite fait. Tout le monde qui passe devant, il en prend une part. Alors que là, eh bien, dans ce cas-là, vous avez des gâteaux qui doivent rester pratiquement 1 mois sans pouvoir s'esquinter. Bah, tu t'es jamais posé la question quand tu vois du pain de mie qui soit capable de rester comme ça dans son petit sac pendant des mois sans bouger. J'avais un ami pendant le Covid, une amie qui me disait que c'était chez Paul. Alors je sais, il y en a qui vont dire oui, tu médis, mais c'était pas en France, c'était dans un pays étranger, donc on va se dédouaner. Et dans un pays étranger, à l'aéroport, il y avait une boutique Paul. Et dans la boutique Paul, ils avaient oublié 2 éclairs. Eh bien, ces 2 éclairs, ils sont restés pendant plusieurs mois, sans jamais bouger. Alors, je ne sais pas, j'y connais rien, mais ça l'avait interpellé. Donc, si on ajoute à cette nécessité des industriels de faire du pognon, cette volonté à la fois que le produit soit conservé pour qu'il puisse voyager et avoir bon effet, donner bon effet, eh bien on a un cauchemar. Et si on y ajoute encore le fait qu'on doive faire des économies, eh bien on va fabriquer le produit avec plein de choses, c'est-à-dire avec des épaississants qui sont pas nécessairement bons, dont on doute de l'innocuité. On va utiliser aussi des arômes. Hein. Rappelons que les arômes sont pas forts. Ils peuvent être naturels sans être bons nécessairement. On va mettre n'importe quoi et on va un peu trafiquer les listes d'ingrédients. Et ça constitue un cocktail complètement détonnant. Parce que finalement on fait des produits qui dans notre idée ont le goût du produit mais qui finalement ne sont pas les bons produits. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était un piège? Eh bien tout simplement parce que dans notre société où on a de moins en moins le temps, ou parfois on veut se donner de moins en moins de temps, eh bien le fait de faire à manger, hein, on dit faire à manger, c'est de plus en plus chronophage. Ça prend de plus en plus de temps. Plus en plus de temps, d'autant plus que entre générations ne se transmet pas nécessairement les recettes. Alors d'un côté en France, on va avoir des gens qui sont complètement, c'est encore une fois, c'est un peu comme aux États-Unis, hein, de quoi je te répète l'image, je vais essayer de t'en trouver sur internet des surfeurs et des surfeuses, là tu sais, qui ont le ventre plat, la casquette, et puis qui pèsent, je sais pas quoi, leur poids exact sur la balance au centième. Et puis de l'autre côté, bien on va avoir les gens qui surveillent pas leur poids. Et pour les gens qui surveillent pas, c'est dramatique, d'autant plus que ces produits qui arrivent rendus domicile, ou alors même sur un supermarché dans les rayons de surgelés, eh bien ces produits valent moins cher que la nourriture que tu peux acheter. Il donnait l'exemple d'un gâteau qui coûtait 2,27 € et ils étaient capables de le refaire, un gâteau au citron, pour à peu près 30 ou 40 centimes.
Donc comment est-ce que nous, on peut réussir à lutter contre ça? Comment est-ce qu'une mère qui est toute seule, qui veut nourrir ses enfants, si elle n'a pas une conscience vraiment de son, enfin une conscience vraiment, comment est-ce qu'elle peut lutter contre ça? Alors on se demande, parce que souvent on se demande, mais comment est-ce que c'est possible? Là, il y a une sorte de biais cognitif qui nous attaque et on se demande souvent, mais comment est-ce que c'est possible que ces gens-là soit capable de faire du bénéfice. Bah, c'est très simple, je te l'ai dit, un gâteau à 2,27 contre un gâteau industriel à 30 ou 40 centimes, bah, ils font leur marge. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est pas une très grosse marge. Oui, enfin, quand tu marges à 300%, c'est déjà pas mal. Et puis même si tu marges pas à 300% et même que tu marges à 100%, étant donné leur taille, de la taille de leurs installations et la taille des tonnages, parce que je te rappelle que la particularité, contrairement à la hi-fi, contrairement à plein de choses, à l'électroménager, de la nourriture, c'est qu'elle est remplaçable toutes les semaines en gros. Hein. Les gens font leur caddie toutes les semaines et toutes les semaines ils vont racheter les mêmes produits. Si tu fabriques un frigidaire, bah, tu auras besoin, ce sera plus difficile parce que tu auras besoin de le changer tous les 15 ans. Donc, ou 7 ans. Mais là, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Il faut carrément se dire que, comme disait une journaliste, dès qu'on commence à avoir plus de 3-4 ingrédients, eh bien, on fuit ce produit. Alors, bien sûr, ça va demander parfois d'aller acheter des produits qui sont non transformés, de les transformer, de les éplucher. J'en connais quelque chose. Hein. Quand on fait de la cuisine pour des véganes, eh bien, on épluche énormément de légumes, mais ça vaut la peine. Voilà, c'était un petit commentaire sur le piège qui nous tombe dessus avec la vie moderne et qui touche des gens. Alors c'est très pervers, hein, comme on disait, c'est très pervers parce que à partir du moment où il y a plus de 5 ou 6 ingrédients, eh bien, ils commencent même à changer, je crois qu'ils appellent ça rendre plus belle la liste des ingrédients. Hein. Ils montraient par exemple je sais pas quoi, c'était de l'additif épinard. En fait, c'était pas des épinards, c'était simplement parce que c'était vert. Donc il y a une marge dans laquelle ils nous racontent des conneries. Si tu as des témoignages, si tu as vu, si tu as des anecdotes, tu peux nous les donner. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas aussi à propager la bonne parole autour de toi pour demander aux gens surtout de se méfier de tous ces produits qui sont ultra transformés. On trouve même des pains ultra transformés presque, hein, derrière le pain bien vérifié, levure, sel, etc. Mais pas plus ou pas beaucoup plus. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François. Salut.